Vendredi 13 février, l'heure de votre JT présenté ce soir par Mickaël Texier. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres de ce journal, un point sur votre météo de demain. La grisaille est attendue tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures en forte baisse. Regardez, la minimale sera de 1 degré et la maximale de 6 degrés. À la une de ce JT, l'exercice Orion 26 a été lancé. Oui, et l'une des bases de commandement est située dans les souterrains de la base aérienne 705 de Saint-Marc-la-Pile. L'exercice Orion engage 15 000 militaires de tous les corps d'armée ainsi que des forces alliées. Il simule une guerre de haute intensité en France. L'Indre-et-Loire est toujours classée en vigilance orange pour risque de crue. La montée des eaux semble ralentir, mais à l'île Bouchard, on préfère rester mobilisé et attentif aux débordements éventuels. Les écoles étaient fermées aujourd'hui. Radio Béton à Tours fête ses 40 ans avec un très beau final ce week-end au point haut de Saint-Pierre-des-Corps. De la radio pirate des origines à l'institution culturelle qu'elle est devenue. Que reste-t-il de l'esprit béton? On en parle avec notre premier invité, Thomas Cherrier, le président de l'association. Et puis à la veille de la Saint-Valentin, rencontre avec un couple d'octogénaires. Ils se sont rencontrés dans la résidence senior où ils vivent à Tours et ont eu le coup de foudre, une tendre histoire à retrouver en fin de journal. Et puis notre rubrique On vous répond avec la question du soir, sécurité sur Internet, comment bien choisir ses mots de passe. Notre invitée Gloria Vanette, chronique cybersécurité, sera avec nous à la fin de notre journal. Mais d'abord, vous l'avez dit Mickaël en titre, l'Indre-et-Loire est toujours classée en vigilance orange crue par Météo France. La ville de Tours a activé une cellule de veille en raison de la montée des eaux du Cher et de la Loire. Oui, et les riverains de la Vienne observent toujours, eux, avec attention le niveau de la rivière. Quelques débordements sont observés entre Chinon et l'amont de l'affluent de la Loire. Le pic de crue pourrait intervenir entre cette nuit et demain. À l'île Bouchard, l'école était fermée aujourd'hui par précaution. La montée des eaux semble ralentir, mais la municipalité reste vigilante en raison des pluies continues de ces derniers jours. Léa Turquier. Une école drôlement calme pour un vendredi. C'est normal, elle est fermée en raison de la montée de la Vienne. La chaufferie de l'établissement, située en contrebas, a déjà été inondée par le passé, endommageant donc le système de chauffage. Je me souviens d'une crue plus importante que celle-ci. Les deux ponts étaient fermés et on avait dû fermer l'école comme aujourd'hui. Et je n'avais pas pris les précautions qu'avait pris la mairie aujourd'hui. Je me suis fait remonter les bretelles. Je pense que la crue ne sera pas assez importante qu'on le prédit, mais c'est une bonne solution, il faut le faire. Une mesure de prévention pour éviter une évacuation potentielle des élèves. Le niveau de la Vienne augmente doucement depuis quelques jours. En prévision, des routes ont été barrées, celles en bord de rivière, mais aussi les départementales autour de l'île Bouchard. Des axes particulièrement sensibles lors des crues. Le quai de la Poissonnerie s'est barré depuis ce matin, on va dire 8h, 8h30, ça a commencé à barrer tranquillement. Et donc du coup, nous après on surveille puisqu'on a nos points d'alerte suite à la crue de 2024 où il faut qu'on intervienne à certains endroits dans la commune. La municipalité effectue des points réguliers avec la préfecture d'Indre-et-Loire pour évaluer la situation. Une évacuation de l'EHPAD de la commune a été envisagée hier, mais finalement la Vienne est montée moins haut que prévu. Ça va se passer. L'inquiétude serait plutôt dans les jours à venir s'il continue à pleuvoir dans le bassin de Limoges, qui est le bassin versant. Et si la Loire remonte de l'autre côté, on va finir par avoir des problèmes. Mais pour l'instant, les feux sont plutôt au vert. L'Indre-et-Loire est toujours en vigilance orange crue. À l'île Bouchard, le pic à 5,75 m devrait être atteint ce vendredi soir. Vous l'avez vu, l'Indre-et-Loire toujours en vigilance orange crue et le Loir-et-Cher, quant à lui, reste en vigilance jaune. Oui, notamment pour le Loir amont, aval et Vendômois en raison des pluies prévues ce week-end. D'ailleurs, plusieurs rencontres sportives sont reportées, notamment celles du Blois Foot 41 et de l'US Vendôme Rugby. La police d'Indre-et-Loire a publié un avis de disparition inquiétante. Voici la photo d'Alain Dulhomme qui a été signalé disparu depuis le dimanche 8 février en fin de journée. Le jeune homme de 24 ans mesure 1,78 m. Il est susceptible de se trouver dans le quartier des Rives du Cher, précisent les policiers. Si vous avez des informations, vous voyez le numéro de téléphone 02 47 33 80 69. Au chapitre des faits divers, Mickaël. Oui, un quinquagénaire a été entendu par la police mercredi, selon les informations de la Nouvelle République, que leur a confirmé la procureure de Tours. Il est suspecté d'être l'auteur de viol sur une chèvre du cheptel municipal de l'Île-Belzac en 2022. Confondu par des prélèvements biologiques, il avait été condamné pour les mêmes faits en 2021.
On vous en parlait lundi, on parlait du désarroi de ces locataires d'un immeuble de la Riche. Ils étaient privés d'ascenseur depuis le 26 janvier, une vraie galère, alors que certains, âgés, avaient les 6 étages de l'immeuble à gravir à pied. On apprend aujourd'hui par un communiqué de Val Touraine Habitat que tout est rentré dans l'ordre après une intervention du prestataire. L'indisponibilité d'une pièce d'échange, de rechange, explique le long délai avant la mise en marche de cet ascenseur. La France teste en ce moment même ses capacités militaires et ça se passe chez nous, Mickaël. Eh oui, un exercice grandeur nature à l'échelle du pays et qui se déroule pendant 3 mois. Le scénario d'une guerre à haute intensité mobilise 12 500 militaires de tous les corps d'armée et des forces alliées. L'un des centres de commandement de la partie aérienne de cette opération, nommée Orion 26, est situé en Indre-et-Loire, dans les souterrains de la base 705 à Saint-Marc-la-Pile. Lucas Chopin et Romain Delville. L'armée française sort les muscles dans un contexte international tendu. Le pays a lancé il y a quelques jours l'exercice Orion 2026, un exercice mené conjointement avec les armées de l'air allemandes, britanniques, émiriennes, italiennes, qatariennes et grecques. L'objectif, se préparer à prendre la tête d'une coalition de l'OTAN dans un conflit armé. Jusqu'au 30 avril prochain, la France simule donc une réponse à une tentative de déstabilisation venant d'un grand pays de l'Est européen. Entre les lignes, on comprend évidemment que l'on se prépare à faire éventuellement face à la Russie. Aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace ouvre ses différents sites aux médias, notamment la base de Saint-Marc-la-Pile où nous nous trouvons à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Vous voyez derrière moi les différents pôles qui constituent la base de commandement de ces opérations. Ça va des services de renseignement à la météo et évidemment on gère tous les aéronefs présents sur le territoire en ce moment. Et on a retrouvé ici le chef du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, le général de corps aérien Marc Lebouilh. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici à Saint-Marc-la-Pile? C'est un lieu important pour cette opération Orion 2026. C'est le centre nerveux de cette opération. C'est ce qu'on appelle le commandement interarmé, le poste de commandement interarmé. Il est ici à Saint-Marc-la-Pile. On parle aujourd'hui, vous entendez parler d'opérations multimilieux, multichamps. Ces opérations multimilieux, multichamps, il faut les réaliser. C'est-à-dire qu'il faut conjuguer les effets qui peuvent être produits par différents experts. L'expert du milieu aérien, du milieu terrestre, du milieu maritime, des forces spéciales, du cyber, de l'espace. Eh bien, pour les coordonner, pour faire cette bataille sur l'ensemble des champs de l'hybridité à haute intensité, eh c'est ici que cela se passe. C'est ce qu'on appelle le commandement de l'opération, le commandement interarmé de l'opération. Alors en dehors de cet exercice Orion 2026 à Saint-Marc-la-Pile, on assure la protection de l'espace aérien français. Les militaires y travaillent chaque jour et chaque heure de l'année. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invitée Gloria Vanette, c'est notre chroniqueuse cybersécurité pour répondre à cette question, sécurité sur Internet, comment bien choisir ses mots de passe. Bonsoir Gloria. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Déjà, on va rappeler, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, de l'importance de bien choisir un mot de passe. Tout à fait. Le mot de passe, c'est vraiment la clé qui va permettre de protéger l'accès à ces données et à ces services sur Internet, un peu comme une clé physique finalement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les attaquants en face, eux, ils vont pouvoir tester différentes tentatives justement et différentes combinaisons pour pouvoir trouver le bon mot de passe qui permet après d'ouvrir la porte. Donc il faut bien avoir une bonne clé pour pouvoir se protéger contre ce type d'attaque. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui font l'impasse ou qui choisissent un mot de passe trop simple, trop communément admis. Tout à fait. Et une fois qu'on a un mot de passe trop simple, de l'autre côté, les attaquants peuvent le trouver de manière extrêmement rapide. On va faire un petit jeu ce soir, nous sommes vendredi, on va faire jouer Mickaël de manière très sérieuse évidemment. Gloria, vous allez nous proposer différents mots de passe, on va le voir à l'écran. Mickaël, j'ai joué avec vous aussi, et les téléspectateurs aussi peuvent jouer. On va classer ces mots de passe par ordre de robustesse. Ouais. Mickaël, le plus robuste, c'est le loup, parce qu'il y a un signe particulier, une majuscule et il y a des chiffres. Ouais. Après, je mettrais chat, parce qu'il y a une majuscule, le chien, parce qu'il n'y a pas de majuscule, puis 1, 2, 3, 4, 5, parce que ça semble assez évident. Exact. Et ben on va voir le résultat. Hop. 100%. Ça va apparaître juste après. Mais Mickaël avait raison du coup sur l'ordre. 100% Regardez. de bonne réponse. Voilà. On a effectivement le premier mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, qui est un peu trop faible parce que des chiffres. L'autre qui est un peu mieux parce qu'on a des lettres. L'autre qui est un peu mieux parce qu'on a une majuscule. Et le dernier, effectivement, qui est le meilleur parce qu'on a majuscule, minuscule, des chiffres et un symbole. C'est important d'avoir un nombre aussi de Oui. lettres et de chiffres importants. Le mieux, effectivement, c'est d'avoir vraiment les 4 critères, donc minuscule, majuscule, des chiffres, un symbole, et au mieux avoir un mot de passe avec des longueurs de 12 caractères. Voilà, toutes les informations. C'est important, c'est vrai on les oublie, mais c'est important d'avoir minuscule, majuscule, et d'associer tous ces éléments-là pour... Oui. On est vraiment sécurisé quand c'est comme ça. En tout cas, il y a moins de risques de cyberattaque. Il faut avoir le mot de passe le plus robuste possible et encore une fois se protéger contre les attaquants qui, eux, vont essayer le maximum de combinaisons.
Et est-ce qu'il faut des mots de passe différents en fonction des espaces Internet auxquels on veut accéder? Mais après, c'est pas simple de tous les retenir. Et là, ça devient pénible, effectivement, mais après, on peut aussi avoir des outils qui s'appellent des gestionnaires de mots de passe qui nous permettent d'avoir un seul mot de passe à retenir et ensuite, on peut avoir tous nos mots de passe qui sont stockés au même endroit. Ça, c'est sécurisé? C'est plus simple. Et c'est sécurisé. C'est sécurisé. Tout à fait, oui. On va aller plus loin ce soir, Mickaël, et pour nos amis téléspectateurs, puisque on va voir une vidéo d'un outil français qui permet de tester la robustesse de son mot de passe et d'obtenir quelques conseils justement pour le renforcer. C'est quoi Tout à fait. Donc c'est un outil qui s'appelle Mail in Black qui nous permet de tester la robustesse des mots de passe. Donc là, on voit avec 1, 2, 3, 4, il est rouge, c'est pas bon. Là, si on rajoute un mot, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas bon. Ensuite, si on rajoute un symbole, c'est encore un petit peu mieux, mais c'est toujours pas bon. Et là, on voit tout de suite les recommandations par rapport à ce mot de passe et on voit aussi qu'il peut être deviné en un seul jour par un attaquant. Et là, si on rajoute une majuscule, on passe de faible à moyen, donc c'est pas toujours hyper top, mais c'est déjà mieux, où là, on aurait 12 jours pour pouvoir trouver ce mot de passe, si on était un attaquant. Donc si on a un doute sur son mot de passe, Mail in Black. Mail in Black, et on peut tester pour s'assurer qu'on a un mot de passe le plus robuste possible. Mais enfin, là, il y avait des chiffres, des majuscules, un signe particulier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir un vrai... C'était la longueur qui n'allait pas. Et voilà, il faut 12 caractères minimum. Ok, très bien, c'est bon. Voilà, on va réviser. Mais merci en tout cas à Gloria Vanette d'être venue sur notre plateau ce soir, notre chroniqueuse cybersécurité qu'on retrouve régulièrement sur notre plateau. On va parler à présent, Mickaël, de la cuisine centrale de Tours, qui est le théâtre d'exercice de la créativité du chef doublement étoilé Christophe. Et ouais, toute la journée, il a conditionné et cuisiné le 30e pot-au-feu géant de Tours, qui sera vendu ce samedi au profit des Restos du Cœur. C'est la première fois que le chef participe à l'opération. Pour lui et les équipes de la ville, c'est 2,5 tonnes de légumes, 800 kilos de viande à préparer pour un pot-au-feu revisité à la sauce Christophe Hay, où les agrumes auront leur place. On l'écoute au micro de Romain Delville. On est sur une race locale puisqu'on a de la percheronne sanoise qu'on élève avec mon cousin à Saint-Jean-de-Froidemantel. Donc on est dans le sud du Loir-et-Cher, donc on n'est pas très loin d'ici non plus. Et la touche que je vais apporter moi, c'est mes agrumes. Donc là, on va avoir un peu de cédra corse dedans, de l'orange Naruto et puis du citron 4 saisons. Et on aura également un peu de kombawa qui va apporter ses notes un peu de citronnelle comme ça pour aller chercher la fraîcheur. Et vous pourrez acheter vos portions sur la place des Halles demain à Tours entre 8h30 et 12h. En 2025, l'opération avait permis au Restos du Cœur de récolter 33 450 €. C'est une fringante quadragénaire cette année qui n'a pas perdu son esprit, un peu sale gosse malgré les années. Radio Béton fête cet anniversaire en grand avec toujours autant de projets. On reçoit son président Thomas Cherrier. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. À l'origine, Radio Béton, c'est une radio pirate, interdite, matériel saisi. Les fondateurs continuent quand même d'émettre sans aucune autorisation officielle. Tout cela, ça se passe entre 1984 et 1990. La genèse a-t-elle créé l'identité de Radio Béton aujourd'hui ? Oui, clairement, on a gardé notre côté punk et on l'assumera tout le temps, je pense. Et notre esprit un peu rebelle. Quand je parlais de sale gosse, ça vous va ? Ah, complètement, on assume. Ouais. Il faut rester des trublions dans l'espace public de la vie tourangelle. Ça fait 40 ans que vous êtes des trublions, mais que vous existez. Ça veut dire que vous êtes un peu une institution. Ça doit vous faire bizarre, ça, non ? Ça ne nous dérange absolument pas. Je pense qu'on fait partie de l'inconscient collectif des Tourangeaux. Je pense que, même sans écouter la radio, ils ont un gros capital sympathie pour nous. Ouais. Dressez-nous un peu la fiche d'identité de Radio Béton. Le nombre de bénévoles, d'émissions qu'on peut écouter sur le 93.6. Alors, on a 80 bénévoles qui officient sur une cinquantaine d'émissions. Alors, on a aussi des bénévoles le soir, principalement parce qu'en journée, on a nos salariés qui officient sur la matinale, la midinale et ce qu'on appelle l'apéral. C'est des jalons bien connus sur lesquels on a notre fameux agenda social. Et sinon, nos bénévoles font toutes les thématiques. On est plurimusical, on va de la musique classique au hard rock le plus extrême. On a aussi des émissions de sociétales, environnementales, informatique, cuisine maintenant. On touche à tous les secteurs finalement. L'idée, si on parle de musique, à chaque fois, c'est d'aller chercher la pépite, l'originalité, l'alternative. L'alternative, la découverte, et puis défendre le local, et puis ce qu'on ne peut pas entendre sur les autres radios, bien sûr. Ouais. Et la scène locale vous alimente énormément, elle est belle, la scène locale ? Depuis des années, on est en partenariat avec eux, et puis
on a fait émerger des groupes, on en est fiers et on reste avec eux, on les fait rejouer pour leur reformation. Ouais, et des groupes qu'on retrouve notamment au Quart de Tour, festival historique, 20 à 25 000 festivaliers chaque année. C'est dans les gènes de la radio de s'ouvrir concrètement en dehors des ondes, sur la ville, directement? Oui, alors au départ c'était pour financer les œuvres de la radio. Ouais. Et puis après, au Quart de Tour en elle-même est devenue une institution à passage obligé l'été. Et maintenant, on est 2 associations liées et on communique très bien. Avec au Quart d'hiver notamment? Ça, c'est la 2e édition. Alors, c'était un pari un peu plus risqué, parce que les dernières, c'était une édition compliquée. C'est dur, sur 2 jours, de faire une exploitation sans les économies d'échelle d'un festival qui marche bien l'été, avec le climat et tout ça. Bon, parlons un peu des festivités. Elles ont commencé il y a quelques temps déjà, avec des belles choses assez originales. Très bien. On est très fiers de ce qu'on a fait pour les 40 ans, à plus petite jauge, en mode gratuit pour les Tourangeaux, Tourangelles, dans des lieux assez classes, où on n'a pas l'habitude d'habiter, comme la salle consulaire de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les punks vont à la CCI, c'est un peu ça l'idée. Oui, mais c'était dans tout le décorum, voilà, dans les ordres de la République, on s'est incrusté et puis c'était chouette. Oui, puis vous avez fait quelque chose aussi dans un temple protestant. Oui, une messe. Une messe. Pas très catholique, cette messe. Voilà, c'est ça. Ce week-end, c'est quand même le final. Il va se passer quoi? C'est au Point Haut, à Saint-Pierre-des-Corps. Ça commence ce soir. Oui, dans une demi-heure. Dans une demi-heure, il va se passer quoi? Dites-nous, faites-nous envie. Évidemment, c'est essentiellement musical. Donc ça veut dire qu'on va avoir une succession d'artistes émergents, d'artistes qui se reforment pour ces 40 ans sur 2 soirs. Et c'est déjà complet. Et puis, on va aussi avoir des historiques de la radio qui vont revenir faire des spectacles. On pense à Thomas VDB, Freddy Coutboul aussi. On a nos bénévoles de la radio qui vont animer différents espaces et qui vont faire que sur toutes les scènes, en plus des concerts classiques qui vont se chevaucher, on a plein d'autres choses à vous montrer. On avait peur un peu sur les financements de la radio en cours d'année, puisque vous êtes financé notamment par le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est un fonds d'État distribué aux radios associatives. Avec les problèmes budgétaires de l'État, il devait être réduit. Et pour le coup, là... Ouais, c'est un effet auquel on n'avait pas prévu. C'est-à-dire que les atermoiements sur le vote du budget, depuis 2 ans, là, à peu près, est reconduit ce qui se passe depuis 3 ans. D'année en année. Donc pour l'instant, là, pour l'instant, tout va bien. Bon. Et puis, je pense qu'au niveau politique, dans toute la France, nos élus, je pense principalement aux sénateurs, soutiennent le fait que ce fonds ne baisse pas parce qu'ils ont envie d'avoir des médias locaux et des relais. Ouais. Est-ce que vous êtes avec toujours cette impertinence au local? Merci beaucoup. Merci. Thomas Charrier, et puis je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Ça va le faire. Et aussi une très bonne Saint-Valentin, puisque la Saint-Valentin, c'est demain, une journée pour célébrer l'amour sous toutes ses formes. Et quel que soit son âge, on va voir ça avec un très bel exemple. Et oui, c'est ce que vivent Christiane et Daniel, âgés respectivement de 78 et 87 ans. Tous les deux sont veufs après avoir été mariés pendant plusieurs dizaines d'années. Leur quotidien dans la résidence senior de Tours où ils vivent s'est éclairé lors d'une activité à laquelle ils participaient tous les deux. Coup de foudre immédiat. Depuis, ils sont inséparables. Rencontre avec Léa Turquier. Christiane a 78 ans, Daniel 87. Tous deux vivent dans une résidence senior depuis plusieurs années, mais c'est en avril dernier que leur cœur chavire. On a fait du sport ensemble avec la kiné, et puis on a discuté, et puis ça s'est fait. Un coup de cœur en faisant de la rééducation. On s'est rapprochés, comme ça. Ça m'est tombé dessus, comme ça. Plus elle que moi. Ce que j'aime chez lui, il est gentil, il m'aide, on parle beaucoup. L'occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus. Aujourd'hui, le couple savoure chaque moment ensemble, le dîner, le soir, les balades, le jour, les vacances parfois. Une histoire plus qu'inattendue pour ces deux veufs qui avaient fait une croix sur leur vie amoureuse. Il ne faut jamais dire jamais, il faut toujours penser. Sur la solitude, joue un grand rôle là-dedans. Mes enfants, ils m'ont dit, tu ne vis pas avec les morts, il faut vivre avec les vivants. Mais alors, en tant que jeune couple de seniors, qu'est-ce que leur définition de l'amour ? C'est d'être bien ensemble. Bah oui. On est bien ensemble, on fait ce qu'on a envie. Mais c'est pas les amours de 20 ans. Comme on dit. C'est des amours de 80. Il est bien mon homme. Après 10 mois de relation, nos deux tourtereaux s'apprêtent à vivre leur première Saint-Valentin ensemble. Comme le dit l'adage, l'amour n'a pas d'âge.
Bonne Saint-Valentin à Christiane et Daniel ce soir. Rappel du principal titre avant de se quitter. La base 705 de Saint-Marc-la-Pile accueille l'un des centres de commandement de l'exercice Orion 26, un exercice national auquel participent 12 500 militaires de tous les corps d'armée ainsi que les forces alliées. Ils simulent une guerre de haute intensité en France. Dans un instant, on est vendredi, c'est l'invité de la rédaction. Oui, cette semaine, nous avons posé nos caméras au sein de la librairie L'Abbé, un lieu emblématique du centre-ville de Blois, fondé en 1837. Son propriétaire a annoncé en début de semaine sa fermeture définitive en juin prochain et le licenciement de ses 11 salariés. Un choc pour tous ceux qui fréquentent le lieu. Une rencontre avec Hélène Chaplet et Teddy Lebert pour les moyens techniques. C'est dans quelques instants. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à vous. Très bon week-end et rendez-vous lundi, 18h45 pour votre journal à lundi.